Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, l'armée populaire de libération de Chine procède à une grande réforme. Elle sera désormais organisée en 5 nouveaux théâtres d'opérations stratégiques à la place des 7 régions militaires existantes. Un système d'état-major opérationnel prend aussi forme pour améliorer la coordination. Le ministère de la Défense a tenu une conférence de presse pour souligner l'importance de ces réformes. L'objectif est d'optimiser la structure militaire, d'améliorer l'efficacité et de garantir la capacité d'action de l'armée. Une nouvelle chance pour le monde. La cérémonie marque la fondation des 5 nouvelles zones de bataille. Il s'agit d'un nouveau système de commandement de l'APL. Le changement est majeur. L'armée était orientée vers la terre. Elle sera désormais plus flexible et inclura plus largement les opérations en mer et dans les airs. Toutes les zones de commandement devraient se concentrer sur l'étude de la guerre, la situation de la sécurité nationale et l'élargissement des perspectives stratégiques. Apprendre les mécanismes de gagner la guerre moderne et accélérer la mise au point de la stratégie de zones de bataille. La nouvelle structure regroupe les 7 anciennes régions en 5 zones de commandement de bataille. Nord, Sud, Est, Ouest et Centre. Toutes sont supervisées par la Commission militaire centrale, qui est présidée par Xi Jinping. Chaque commandement sera responsable pour certaines directions stratégiques et priorités. Chacune sera conçue pour incorporer les forces de terre, de mer et de l'air. Le nouveau système de commandement est en 3 parties. La Commission militaire centrale, les commandements de zones de bataille et les troupes. Un système administratif vertical depuis le sommet jusqu'aux diverses branches de l'infanterie. La fondation des zones de bataille est un moment historique dans le système militaire. Il a une signification profonde pour améliorer nos capacités de gagner la guerre. La réforme a restructuré l'APL en profondeur. Les 4 quartiers généraux, l'état-major, la politique, la logistique et l'armement ont été démantelés. Leurs fonctions et tâches sont désormais partagées par 15 nouvelles agences. L'APL a aussi formé de nouvelles unités, comme le commandement général pour la composante terrestre, la force de fusée et la force de soutien stratégique. L'armée s'est séparée de 300 000 personnes au nom de la qualité. Elle continue de lutter massivement contre la corruption et de nouveaux commandants ont été nommés. Le message est le renforcement du leadership de l'armée pour briser les barrières de l'inefficacité et exécuter des opérations conjointes à l'étranger. Le président Xi Jinping a appelé à l'amélioration des capacités de combat de l'APL. Beaucoup pensent que cette nouvelle réforme va profondément transformer l'armée ainsi que le paysage sécuritaire du pays dans l'avenir. La Chine a accusé les États-Unis d'être la plus grande incitation à la militarisation de la mer de Chine méridionale et les a exhortés à cesser de créer des tensions au nom de la liberté de navigation. Ces remarques ont été prononcées par la Chine lors d'une conférence de presse régulière après qu'un contre-torpilleur de la marine américaine a pénétré dans les eaux chinoises. Les États-Unis cherchent à s'imposer davantage en envoyant un vaisseau de guerre en mer de Chine méridionale durant le week-end. Le contre-torpilleur américain s'est approché à une dizaine de miles d'une île revendiquée par la Chine. C'est la seconde aventure dans ce que la Chine qualifie de ses eaux territoriales. Et la réaction de la Chine fut rapide, qualifiant l'action des États-Unis de dangereuse et d'irresponsable. Les États-Unis font étalage de leur puissance militaire et créent des tensions au nom de la liberté de navigation et là la principale cause de la poussée de la militarisation en mer de Chine méridionale. Environ 5 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux passent chaque année par cette zone. Les dirigeants à Beijing déclarent que le transport libre et sans entrave n'a jamais été un problème. La Chine respecte et soutient toujours la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, et ce en vertu du droit international. Mais elle s'oppose fermement aux tentatives de tout pays de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, les droits maritimes et les intérêts de la Chine sous l'excuse de la liberté de navigation. Autre signe de tension croissante, l'armée populaire de libération a déployé samedi une garnison sur l'île en mer de Chine méridionale.
Les dirigeants chinois ont déclaré que les États-Unis avaient envoyé des bâtiments dans la zone en vue de faire montre de domination dans la région. Rien que la semaine passée, le secrétaire d'État américain se trouvait à Beijing en vue d'apaiser les tensions dans la région, mais le succès ne fut pas vraiment au rendez-vous. La Chine maintient que la plupart des pays s'opposent aux actions des États-Unis en mer de Chine méridionale, ajoutant que les nations en développement s'opposent fermement au dernier déploiement de la puissance militaire. Le ministère russe de la Défense réfute avec force les accusations turques de violation de l'espace aérien de la Turquie par un avion russe, accusations dont Moscou estime qu'elles ne sont basées sur aucune donnée réelle, mais constituent une provocation délibérée. L'hystérie lancée par la partie turque n'est pas simplement une propagande non corroborée. Elle ressemble plus à une provocation préméditée. Ces dernières 24 heures, nous avons minutieusement analysé toutes les données des instruments de contrôle de vol dans le nord de la Syrie, et pas seulement de notre armée de l'air, dois-je préciser. Il n'y a eu aucune violation de la frontière syrio-turque par des avions de l'armée de l'air russe. Le président turc Erdogan a déclaré dimanche que vendredi, un avion de chasse russe avait violé l'espace aérien malgré les avertissements en anglais et en russe. L'ambassadeur russe a été convoqué vendredi au sujet de cet incident. La Russie réfute ces allégations. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié hier d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie du virus Zika en raison de ses liens avec des milliers de cas de microcéphalie, une malformation congénitale que l'on retrouve chez les bébés. La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, a déclaré aux journalistes que la qualification d'urgence avait été recommandée à l'agence onusienne par un comité d'experts indépendants. Margaret Chan a ajouté qu'une coordination internationale était pour améliorer la détection et accélérer la mise au point d'un vaccin et le diagnostic de la maladie. Mais elle a précisé que des restrictions sur le voyage ou le corps n'étaient pas nécessaires. L'OMS a indiqué la semaine dernière que le virus Zika, transmis par une piqûre de moustique, se propageait de manière explosive et que 3 à 4 millions de cas étaient attendus dans la région des Amériques. Les experts considèrent que la relation causale entre l'infection Zika durant la grossesse et la microcéphalie était fortement suspectée, bien que non prouvée scientifiquement. Après une étude des éléments, le comité a recommandé que l'ensemble microcéphalie et autres complications neurologiques constituaient un événement extraordinaire et une menace de santé publique de portée mondiale. Selon eux, une réponse internationale coordonnée est nécessaire pour minimiser les menaces pesant sur les pays et la propagation internationale. Les membres du comité considèrent que la situation correspond aux normes des urgences de santé publique de portée internationale, ou PHEIC. Et le chef de cabinet de Dilma Rousseff, Jacques Wagner, a déclaré que le virus Zika ne représentait pas de menace pour la plupart des athlètes et touristes ayant prévu de se rendre à Rio de Janeiro pour assister aux Jeux Olympiques de 2016. Si un athlète vient ici, il est possible qu'il attrape la fièvre et ne soit pas capable de participer à la compétition. Mais tant qu'il ne s'agit pas d'une femme enceinte, le risque pour sa santé est nul. Nous sommes momentanément désemparés parce que c'est la première fois que le virus Zika et la microencéphalie s'associent dans les proportions que nous observons à l'heure actuelle au Brésil. Jacques Wagner a effectué ces déclarations après que le cabinet de Dilma Rousseff se soit réuni en congrès avec les législateurs afin d'établir un plan d'action pour lutter contre le virus Zika. Au Brésil, le pays le plus touché par l'épidémie, les femmes enceintes sont très inquiètes. Cela fait suite aux découvertes récentes de spécialistes qui ont lié le virus à plusieurs milliers de cas de microcéphalie. Le pays en a enregistré environ 3700. Le chef de cabinet a également précisé que la tenue des Jeux Olympiques au Brésil en 2016 n'avait pas influencé le plan d'action du gouvernement pour enrayer l'épidémie. Les Jeux d'été de 2016 débuteront à Rio de Janeiro le 5 août. Passons maintenant aux performances du jour des principales places financières asiatiques.
Ont terminé en hausse mardi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 2877,21 points, en hausse de 2,26%, et l'indice des actions B a clôturé à 348,40 points, en hausse de 2,30%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1807,69 points, soit une hausse de 3,43%. L'indice des actions B a clôturé à 1142,84 points, en hausse de 0,89%. La bourse de Tokyo a fini en baisse mardi, rattrapée par les angoisses des marchés mondiaux sur le pétrole et la Chine après un répit de 2 jours suscité par une annonce surprise de la Banque du Japon pour soutenir l'économie. À l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé à 0,64% à 17 750,68 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. On dit que la moitié de la population chinoise se déplace avant les vacances du Nouvel An lunaire et qu'il en va de même pour les produits industriels. CCTV a rencontré plusieurs entreprises de transport dans le sud de la Chine. Si la demande pour les produits industriels décline, celle pour les biens ménagers est en hausse. Le secteur du transport traverse une nouvelle année chinoise animée. Dans la ville chinoise méridionale de Guangzhou, les ouvriers chargent les produits textiles et électroniques. Ces biens de consommation des ménages sont qualifiés de marchandises blanches par le secteur, par opposition au charbon et à l'acier qui sont appelés des marchandises noires. La plateforme du transport du pays, la gare de Guangzhou, a connu une croissance stable depuis la deuxième moitié de 2015. La livraison a dépassé les 1500 chariots par jour, en hausse de 3,4% par rapport à l'année dernière. Et il continue de compter. Notre livraison de marchandises blanches est de 300 wagons ferroviaires par jour en janvier. Par ailleurs, nous avons aussi des livraisons par la mer. À présent, 47% de notre cargo est constitué de marchandises blanches. Et c'est un pourcentage de 3,3% de plus que l'an dernier. Un début prometteur pour les marchandises blanches en 2016, mais beaucoup moins pour les marchandises noires. La demande est en baisse alors que les producteurs de charbon et d'acier déstockent leur inventaire. Notre transport de marchandises noires a décliné de 40 à 50% par rapport à l'an dernier. La livraison de marchandises noires transitant par la gare de Guangzhou a baissé de 6% l'an dernier. De nombreux autres, comme Li, ont choisi d'autres transports de fret pour maintenir la rotation. Certains l'ont réservé 1 an à l'avance. Les experts disent que le fossé montre que le transport ferroviaire ne peut plus se reposer sur les marchandises noires comme auparavant et qu'ils ont besoin de proposer des services de livraison pour les biens de consommation pour mieux satisfaire la demande du public. Les compagnies devraient renforcer leur gestion du contrôle de qualité et produire à tour de bras plus de produits de qualité pour rencontrer la demande du public. Plus l'offre sera importante, mieux le secteur sera en mesure de baisser la pression sur la croissance chinoise. L'année 2015 a été la pire de ces 10 dernières années pour les commerçants de Hong Kong. Les derniers chiffres montrent une baisse inégalée des ventes depuis l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2003, et cette tendance devrait se poursuivre pendant la fête du printemps, l'un des plus grands moments de shopping à Hong Kong. Hong Kong a été frappé par l'hiver le plus froid en 60 ans, et l'atmosphère n'est pas plus chaude pour les commerçants de la ville. Les propriétaires de magasins cassent leurs prix pour tempérer le marasme économique, même sur les marques de luxe, une première. Même avec de grandes promotions pour le Nouvel An lunaire chinois, les ventes stagnent, en particulier pour les produits haut de gamme comme les bijoux et les montres. Hong Kong a longtemps été un paradis du shopping pour les Chinois du continent, mais de plus en plus de ces touristes désertent Hong Kong, laissant les commerçants seuls dans leurs magasins bien achalandés, mettant la pression sur une économie dépendante de ces visiteurs. Chow Tai Fook, la plus grande joaillerie de Chine en termes de chiffre d'affaires, prévoit de fermer jusqu'à 5 ou 6 magasins à Hong Kong d'ici la fin de son année fiscale en mars.
Les ventes à Hong Kong et Macao étaient en baisse de 20% au dernier trimestre 2015 par rapport à l'année précédente. Cette chute des ventes est largement ressentie. Le gouvernement n'a pas encore dévoilé les derniers chiffres, mais pour les 11 premiers mois de l'année, les ventes ont baissé de 3,3%. Et la baisse pour les ventes de produits de luxe était même à 2 chiffres. En termes généraux, c'est préoccupant, mais il y a aussi certains faits positifs. Si nous notons un retrait des produits de luxe, dominés par les bijoux et les montres ces dernières années, nous voyons une grande diversité des commerces qui rentrent sur le marché. Les politiques de l'année passée ont causé une chute du flux des touristes du continent. Et le rebond se fait attendre. Explicatif, c'est le retrait des touristes chinois. Si vous regardez les chiffres des 11 premiers mois de l'année dernière, l'arrivée de Chinois du continent a décru pour la première fois en 2017. L'augmentation a été continue, sauf l'année dernière. Hong Kong a rendu plus difficile l'obtention du permis multi-entrée pour les habitants de Shenzhen. Maintenant, ils ne peuvent seulement. Une dévaluation à 2 chiffres de la monnaie chinoise pourrait également impacter le flux des touristes. Dans un récent sondage commandé par une société de courtage hongkongaise, 43% des touristes chinois disent qu'ils voyageront moins à l'étranger cette année si le yuan baisse de 10%. Pour les analystes de la vente au détail, les perspectives pour Hong Kong demeurent pour le moins incertaines. Afin d'attirer davantage de clients étrangers et d'offrir de meilleurs services, la Corée du Sud a mis en place un nouveau programme permettant aux détaillants qualifiés de fournir des services détaxés aux touristes étrangers. À partir du 1er février en Corée du Sud, les touristes étrangers qui dépensent entre 30 et 200 000 won dans des magasins désignés peuvent profiter d'achats de produits détaxés sur place. Les visiteurs ont simplement besoin de montrer leur passeport pour se voir déduire la taxe de 10% au moment de l'achat. Chaque touriste peut profiter de la détaxe pour des achats d'un montant inférieur à 1 million de won. Nous avons un personnel spécialement dédié à la présentation de ce service et qui fournira des manuels d'explication dans les aéroports et les hôtels. Grâce à ce service, les touristes n'ont pas besoin de faire la queue à l'aéroport pour se faire rembourser leurs taxes. Et avec l'augmentation du nombre de magasins ordinaires se joignant au programme, les consommateurs disposent de davantage de choix plutôt que de se limiter aux magasins détaxés. Acheter dans ces endroits peut épargner des procédures supplémentaires. Si je me rends au bureau de remboursement de taxes, je dois arriver à l'aéroport beaucoup plus tôt. Donc je trouve que cela est plus pratique. En tant que touristes, nous nous prêtons davantage attention au prix. Et nous n'avons pas de préférence spécifique pour les services des taxes ou les centres commerciaux. 6 détaillants, dont Lotte, Shinsegae et Sheila, ont été inclus dans le premier lot de magasins fournissant un service de détaxe. Et davantage de magasins s'apprêtent à rejoindre ce club dans un proche avenir. La consommation en Chine a augmenté à un rythme moins rapide que prévu. Le pays a besoin de stimuler davantage le secteur des services pour contrebalancer les pertes dans le secteur manufacturier et compte donc augmenter le quota d'achat hors taxe pour les visiteurs de l'île de Hainan au sud de la Chine. Désormais, vous pouvez faire davantage d'achats hors taxe sur l'île tropicale chinoise de Hainan. La Chine a assoupli les règles de vente hors taxe dans cette île de villégiature. La limitation du nombre d'achats possibles au cours d'une année a été supprimée. Chaque achat ne peut pas dépasser 8000 yuan ou 1200 $ américains. Les acheteurs n'étaient auparavant autorisés qu'à acheter 2 fois dans l'année pour un maximum de 1200 $ pour chaque achat. Et ils proposent aujourd'hui l'expérience du hors taxe sur Internet. Tout cela est fait pour attirer davantage de jeunes acheteurs. Et cela suit la ligne actuelle qui promeut Internet et le commerce électronique en Chine. Cependant, les ventes au détail en Chine ont augmenté moins rapidement en 2015 qu'en 2014, à environ 11%. Cela est dû à une faible hausse des revenus en Chine qui a tenu beaucoup de consommateurs à distance. On dit même que le fonds financier le plus performant de Chine paraît contre l'un des moteurs principaux de l'économie, la consommation. Les gestionnaires de ce fonds disent que les gains de salaire vont perdre de l'élan dès le second quart de l'année car les entreprises luttent avec des profits en baisse.
Ils s'attendent à ce que la croissance des ventes au détail diminue de moitié pour se trouver à 5% à la fin de l'année 2016. Les efforts faits par le Zimbabwe pour réengager les créanciers internationaux et les plans visant à accroître l'usage du yuan chinois ont apporté une poussée confirmée par la notation de l'agence internationale Moody's. Le pays d'Afrique australe est endetté à plus d'1 milliard de dollars. L'année dernière, il a accepté une stratégie d'effacement de la dette avec ses principaux créanciers, dont le FMI et la Banque mondiale. Cette dette toujours suspendue avait empêché le Zimbabwe d'obtenir un financement frais. Le pays a travaillé avec le FMI sur des réformes visant à réduire sa dette actuelle et libérer ainsi des fonds pour commencer à rembourser ses arriérés. Il a été entrepris d'effacer 1,8 milliard de dollars de sa dette au premier semestre de l'année, une étape qui selon le FMI permettrait de débloquer du capital frais. Et selon Moody's, l'annulation de la dette, l'amélioration des relations avec les créanciers internationaux, de même que les perspectives de déblocage de l'assistance technique et financière nécessaire sont des éléments positifs à mettre au crédit du Zimbabwe. L'Agence internationale de notation du crédit a déclaré que l'utilisation du yuan chinois dans les relations commerciales bilatérales avec la Chine, de même que pour les transactions locales, avait grandement facilité de plus hauts niveaux d'investissement direct étranger, de même que les liens bilatéraux avec la Chine. L'année dernière, le gouvernement du Zimbabwe a déclaré qu'il encouragerait un plus grand usage de la devise chinoise aux côtés du panier de devises internationales que sont le dollar américain, le rand sud-africain et la livre britannique qui ont été adoptés en 2009 après que le pays a supprimé le dollar zimbabwéen. A noter que la Chine est le second partenaire commercial du Zimbabwe. La réalité est que la Chine est un gros facteur au sein de l'économie mondiale. Nous avons besoin d'eau, notre population vole vers la Chine. Alors n'est-il pas mieux d'utiliser cette devise pour les transactions plutôt que le dollar américain, qui entraînerait une perte de valeur dans le processus? Je pense qu'à l'heure actuelle, comme nous sommes totalement incapables d'introduire notre devise dans le système, il s'agit là d'un pas dans la bonne direction. Utiliser le yuan peut également aider le pays à abaisser son déficit actuel. Cependant, utiliser le yuan seul n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes qui perdurent au Zimbabwe. Tout cela est à la base de la production. La production est la panacée durable de ce bourbier économique dans lequel nous nous trouvons. Et tant que nous ne produisons pas, nous ne serons pas capables de disposer de suffisamment de liquidités à insérer dans l'économie. Un large nombre d'industries au Zimbabwe ont connu d'importantes difficultés sous la pression des problèmes économiques que connaît le Zimbabwe depuis plus d'une décennie et demie. Et l'industrie opère actuellement à un tiers de sa capacité. C'est une tendance qui prend de l'ampleur en Chine depuis quelques années. De plus en plus de Chinois adoptent un nom anglais. Toutefois, certains peinent à trouver le bon. Un site internet permet désormais à ces derniers de trouver de l'aide. Zhao Xianglan est arrivée à Shanghai il y a quelques mois. Elle travaille dans un hôtel et la plupart de ses collègues sont étrangers. Le nom chinois Zhao en pinyin est difficile à lire pour les étrangers. Elle a donc visité un site web appelé Best English Names qui demande des frais pour résoudre ce problème. L'industrie dans laquelle je travaille a beaucoup d'étrangers, donc j'ai besoin d'un nom anglais. En tant que chinoise, je ne comprends pas bien la signification des noms anglais, donc j'ai eu peur de faire une erreur. J'ai vu beaucoup de noms anglais étranges que vous ne pouvez pas même trouver sur Internet. Madame Zhao a payé les honoraires demandés et maintenant elle porte fièrement le nom anglais Kendall. Il lui rappelle son nom chinois, dit-elle. La fondatrice du site, Cindy Jerrigan, dit qu'elle connaît beaucoup de Chinois qui se retrouvent avec des noms anglais étranges et c'est ce qui lui a donné l'idée de mettre ce site en ligne. J'ai rencontré plusieurs Chinois avec des noms anglais étranges et j'ai remarqué que beaucoup de mes amis occidentaux plaisantent souvent là-dessus. Shanghai et la Chine, en général, deviennent de plus en plus mondialisés. Les gens en Chine sont toujours plus en contact avec des nationalités différentes, donc des noms anglais peuvent certainement aider pour communiquer. Madame Jerrigan dit qu'elle donne des noms anglais à ses clients selon leurs informations personnelles, y compris l'âge, le travail et même leurs projets dans l'avenir. Mais l'obtention d'un nom n'est pas gratuite. Le site Internet offre deux types de services. Vous pouvez payer 18 yuan pour remplir un questionnaire en ligne et obtenir 5 noms anglais qui correspondent à votre personnalité. Si vous pensez que cela ne suffit pas, vous pouvez obtenir une consultation en personne. Mais cela vous coûtera plus cher, plusieurs centaines de yuan par nom en fait.
Mme Jerrigan dit que bien que le prix de la consultation soit relativement élevé, il y a beaucoup de parents qui cherchent des noms anglais pour leurs enfants et d'autres clients qui considèrent des noms anglais pour créer une entreprise ou immigrer. La mise du contenu en ligne aide aussi Mme Jerrigan à faire baisser les coûts. En raison de la tendance, nous avons décidé d'utiliser Internet, les portables particulièrement. Mais cela nous permet aussi d'évaluer plus facilement et de contrôler nos coûts. Nous utilisons du point commercial, les consultations pour faire des études de marché. C'est agréable de parler aux gens et de comprendre leurs préoccupations, ce qu'ils considèrent en choisissant un nom anglais. Le site de Mme Jerrigan reçoit quelques 20 000 visiteurs par mois. Comme résolution du Nouvel An, Mme Jerrigan espère prendre de l'expansion pour aider ses clients à rédiger leur CV. Du moins, de cette façon, ils pourront s'assurer que leur nom sera écrit correctement. Et ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme sur notre chaîne.